Alors, deuxième épisode de cette vidéo consacrée au chapitre d'AGGSP de Terminal sur l'enjeu de la connaissance. Nous allons maintenant nous intéresser à la connaissance comme enjeu politique et géopolitique. En effet, lorsqu'on ne dispose pas de la possibilité de produire des connaissances, un État ou une entreprise peut essayer de les acquérir, soit par le renseignement, soit par des transferts de compétences et de technologies. Alors prenons le cas du renseignement pour commencer. Il est évident que pour une puissance, il y a un intérêt politique majeur à se renseigner sur les autres pays, à connaître leurs innovations ou leurs intentions, sans que ce soit nécessairement des pays ennemis d'ailleurs. Mais c'est encore plus vital quand il s'agit de puissances concurrentes. On le voit aujourd'hui avec les États-Unis et la Chine, ou pendant la guerre froide avec les États-Unis et l'URSS. C'est ainsi que les États-Unis créent en 1947 la CIA, l'Agence centrale de renseignement, chargée plus particulièrement du renseignement et des actions extérieures, alors que le FBI, lui, s'occupe plutôt des affaires intérieures, pour simplifier. Et puis de son côté, l'URSS fusionne ses services de renseignement sous l'autorité du KGB en 1954. L'objectif de ces services de renseignement, c'est donc d'obtenir des informations, notamment par l'espionnage, en infiltrant le pays, l'administration adverse. On peut penser à Kim Philby et au célèbre 5 de Cambridge. C'était des étudiants de Cambridge devenus espions soviétiques au Royaume-Uni, et découverts dans les années 1950. Mais cette collecte d'informations, elle peut aussi passer par d'autres moyens, comme les avions espions américains U-2 qui volaient à très haute altitude et pouvaient photographier les sites stratégiques. C'est un avion U-2, par exemple, qui repéra les sites de lancement de missiles en construction à Cuba lors de la crise des missiles d'octobre 1962. C'est un peu le même procédé, si vous voulez, que les ballons espions chinois au-dessus des États-Unis, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. À côté de ces méthodes historiques de collecte de l'information, comme l'espionnage, les écoutes, les moyens aériens, on trouve aujourd'hui de nouvelles formes, tenant compte de nouvelles technologies. On peut penser par exemple au développement des satellites espions, chargés de se rapprocher des satellites étrangers, pour collecter ou brouiller les informations qu'ils émettent. La France, en 2018, avait ainsi accusé un satellite russe de s'être approché trop près d'un de nos satellites. Il y a aussi l'espionnage par des États, des communications d'opposants ou de dirigeants étrangers, soit via des logiciels espions, comme le logiciel Pegasus pour les smartphones, dont des ministres français et même Emmanuel Macron auraient été victimes, ou encore l'espionnage aussi via les câbles sous-marins. C'est ainsi que la chancelière allemande aurait été espionnée par la NSA américaine entre 2012 et 2014. Alors si les moyens d'acquisition des connaissances sont très nombreux et diversifiés, on voit bien l'intérêt géopolitique pour un pays. Lorsque les services de renseignement américains préviennent l'Ukraine plusieurs mois à l'avance qu'une invasion russe est très probable, cela peut permettre au pays de se préparer. Et lors de la crise Covid, de nombreux laboratoires de recherche occidentaux ont accusé des hackers russes ou chinois de chercher à s'approprier leurs recherches en piratant leur système informatique. Là aussi, l'objectif pour les pays cités, c'était de devenir le premier État à sortir un vaccin, ce qui leur aurait donné une forte influence géopolitique. Mais un État peut aussi acquérir des connaissances pour se développer sans passer par le renseignement, mais en investissant sur la formation de la jeunesse ou le transfert de technologies. Car on a tendance à l'ignorer ces temps-ci, mais la formation, l'éducation de la jeunesse, oui, c'est un investissement. C'est ainsi qu'en Inde, le gouvernement incite les jeunes par exemple à partir étudier à l'étranger, notamment dans les secteurs de la haute technologie. Ils sont plus de 300 000 chaque année à partir pour les États-Unis, l'Australie, le Canada principalement, ce qui forme la deuxième diaspora étudiante au monde après la Chine, qui elle compte près d'1 million de jeunes étudiants à l'étranger. Alors ça peut s'apparenter dans un premier temps à une fuite des cerveaux, le fameux brain drain en bon anglais, mais à terme ces migrations étudiantes sont positives, parce que ce sont des migrants très qualifiés qui reviennent en Inde ces dernières années, après une première expérience professionnelle dans les grandes entreprises étrangères, et ils reviennent même parfois pour implanter en Inde des filiales de leur entreprise étrangère, ce qui facilite d'autant plus le transfert de technologie. Parce que cette circulation étudiante, elle encourage les partenariats entre les écoles et universités indiennes et puis leurs homologues à l'étranger. Par exemple, l'école centrale de Paris s'est implantée en Inde, en s'appuyant en plus sur Mahindra, le deuxième groupe industriel du pays, et cela offre à l'école centrale l'accès à un nouveau vivier d'étudiants et à des débouchés, et à l'Inde une plus grande reconnaissance mondiale en termes de formation, par exemple dans le fameux classement de Shanghai des universités. Enfin, l'Inde cherche aussi à développer le transfert de technologies, en incitant les entreprises étrangères à venir s'installer sur son territoire, ou en concluant des contrats commerciaux avec elles, mais en échange de transfert de technologies.
qui devrait permettre à terme à l'Inde de développer sa propre industrie. C'est le fameux projet Make in India défendu par le Premier ministre Narendra Modi depuis près de 10 ans. Un exemple, la vente en 2016 d'avions Rafale par la France s'accompagne d'investissements des entreprises françaises en Inde. Le groupe français Safran a ainsi investi environ 200 millions de dollars depuis 2018 sur environ 10 sites industriels employant plus de 1000 personnes et en collaborant avec de multiples groupes indiens au titre des transferts de technologie. L'accès à la connaissance est donc un enjeu géopolitique majeur pour les États, car c'est ce qui va leur permettre une prise de décision éclairée pour les dirigeants, mais aussi le développement économique du pays et son influence en termes de hard et de soft power. Nous verrons enfin dans une dernière vidéo comment l'enjeu de la connaissance passe aussi par le cyberespace.